Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Avec Panache. Bonjour Gabriel, Bonjour Raphaël, bonjour tout le comment monde. vas-tu? Très bien et toi? Bah écoute, ça va bien, merci. Donc avant d'entamer cette émission, je rappelle à chacun que vous pouvez vous abonner à notre page et consulter nos précédentes émissions en cliquant sur ce qui va s'afficher en dessous de votre écran là. Et ce sera dès maintenant le moment de commencer donc ce second numéro consacré à l'illisibilité des intentions de vote, à la difficile prédictabilité des élections et plus largement à la versatilité de l'électorat depuis une trentaine d'années. Donc, si je devais faire un petit préambule, je rappellerais donc la situation sondagière en France actuellement en vue de l'élection présidentielle qui aura lieu dans moins de 2 mois. Donc, actuellement, on enregistre cette émission le 15 février. Un candidat est en tête avec, selon toutes les enquêtes, entre 23 et 26% des suffrages, c'est Emmanuel Macron. Derrière, dans un mouchoir de poche, dans la marge d'erreur, se tiennent trois candidats, tous étiquetés à droite, Valérie Pécresse, Marine Le Pen et Éric Zemmour. Ensuite, un petit peu derrière, généralement entre 9,5 et 11%, il y a Jean-Luc Mélenchon de la France insoumise. Et ensuite, tous les autres candidats sont donnés à moins de 5, 5,5. Donc, on va pas s'étendre, on va pas tous les lister parce qu'on ne sait pas encore qui aura ces signatures là-dedans, mais il y a pêle-mêle Yannick Jadot, Fabien Roussel, Anne Hidalgo, Christiane Taubira, François Asselineau, Jean Lassalle, Hélène Touy, Philippe Poutou, et j'en oublie certains. Nathalie Arthaud, évidemment. Donc, ce qui frappe à ce moment-là du scrutin, c'est, comment dire, à quel point les électeurs se disent peu sûrs de leur choix lorsqu'ils l'annoncent aux sondeurs. À part quelques candidats qui ont une base très mobilisée et très virulente, je pense d'un côté à Éric Zemmour, de l'autre à Jean-Luc Mélenchon, la plupart disent encore pouvoir changer d'avis, hésiter entre plusieurs candidats, ce qui rend l'élection assez difficilement prévisible. Une autre donnée vient s'ajouter à cela, c'est comment dire, le peu de certitude quant à qui va aller voter ou pas, c'est-à-dire l'abstention, qui s'ajoute à une relative incertitude sur les informations dont dispose chacun, c'est-à-dire qu'on se retrouve aujourd'hui avec plus d'un Français sur deux qui ne sait pas quand aura lieu le premier tour de l'élection présidentielle, qui est quand même assez problématique alors qu'on est à maintenant moins de 2 mois du vote. Donc maintenant, je te laisse, Gabriel, développer sur ces points, s'il y en a certains sur lesquels tu as envie de rebondir ou pas. Déjà, toi, sais-tu quand aura lieu le premier tour de l'élection présidentielle? Es-tu sûr d'aller voter et sais-tu déjà pour qui? Je ne te demanderai pas pour qui tu vas voter, mais est-ce que tu sais déjà? Alors la date précise, non, parce qu'ils l'ont changé. J'avais l'habitude de fin avril, début mai pour premier et deuxième tour. Maintenant, je crois que c'est le 14 avril, si je ne m'abuse, ou Le quelque 10 chose comme ça. avril, deuxième Le tour le 10 avril, 24. je suis pas trop loin. Est-ce que je sais si je vais aller voter? Normalement, oui. Voilà, même si, bon, je pense que j'irai voter. On reprendra ce point d'ailleurs après et pour qui, vais-je voter? J'ai plus d'incertitudes effectivement que lors des précédentes élections. Donc nous sommes nous-mêmes les objets de notre discours. Nous sommes nous-mêmes les incarnations de ce que nous disons. Bien que nous soyons, je pense, malgré tout, la preuve en est l'émission que l'on fait, hein, et que les internautes peuvent suivre sur notre chaîne YouTube. Notre niveau de politisation et d'intérêt vis-à-vis de la politique fait quand même que nous ne sommes pas des électeurs lambda au regard des sondages. Ce qui ne veut pas dire que nous sommes supérieurs aux autres, ce qui veut simplement dire que nous sommes plus intéressés que les autres. Donc, même notre abstention serait militante, comme chez certains anarchistes classiques, etc. Pour revenir à ce que tu disais, il y a beaucoup de choses et il faut bien reconnaître que même les spécialistes des sciences politiques, hein, le, le CEVIPOF, le laboratoire de Sciences Po Paris, est quand même l'un des plus connus et l'un des plus honnêtes, je trouve, dans ses analyses, hein, sondagières, etc. Même les spécialistes ont du mal à s'accorder sur une explication ou une grille explicative concernant la volatilité des électeurs. C'est tellement plurifactoriel et c'est tellement emblématique de l'époque. Je pourrais reprendre la fameuse expression de Marcel Mauss, c'est un fait social total. C'est-à-dire qu'on a dans ce phénomène
quelque chose qui cristallise vraiment l'époque, ses tendances, ses passions, ses conflits. C'est pour ça que c'est très difficile en fait d'avoir une lecture claire et simple d'un phénomène aussi complexe. Personnellement, j'ai dit que c'était plurifactoriel. Je vais essayer, à mon avis, il y a 2 tendances majeures aujourd'hui qui s'expriment à travers cette volatilité et imprédictibilité. Il y a, et je mêle abstention et incertitude du vote, même pour des gens qui vont aller voter, je pense qu'il y a une crise de l'offre. Il y a une crise de la représentation politique à 2 niveaux. D'un point de vue idéologique, la représentation politique ne correspond plus aux forces idéologiques qui agitent la société. Et d'un point de vue plus anthropologique, je pense que tout ce qui est médiation, institution, intermédiaire, n'est tout simplement plus cru. Voilà, c'est une parole complètement démonétisée. C'est devenu une monnaie de singe. Et ce n'est pas forcément une bonne chose quand on pense, par exemple, à l'autorité du savoir, à l'autorité du professeur, à l'autorité ou au respect dû aux agents de l'État qui ne sont pas responsables des politiques de l'État, tu vois, par exemple. Voilà. Ça, c'est la première tendance. Je pense que c'est une crise de l'offre politique et à travers ça, une crise de la médiation. La deuxième chose, mon premier point était analytique. Mon deuxième point sera plus polémique, parce qu'il se situera sur un niveau moral. Quand entend-moi bien par morale, je ne vais pas donner des leçons de morale, mais je vais analyser la chose moralement. Est-ce que les électeurs ont raison? Finalement, est-ce qu'ils ont, non pas au sens où est-ce qu'ils sont dans le vrai, mais est-ce qu'ils ont une sorte de légitimité à réagir ainsi, ou bien est-ce que c'est une crise d'ignorance, de décivilisation, c'est-à-dire est-ce que c'est le reflet d'une sorte de barbarie au sens moral du terme, évidemment, c'est-à-dire d'une explosion des mentalités, des références culturelles, morales, voilà, une déstructuration de l'esprit collectif et de l'esprit de chacun, ou bien est-ce que c'est une réaction saine, sachant que le moins que l'on puisse dire, c'est que ça témoigne d'un certain agacement et d'un certain rejet. Et la question que je me pose à titre personnel, quel que soit mon parcours, c'est est-ce que c'est pas une sorte de réaction démocratique très saine? Tu sais, on n'arrête pas de dire à propos des États-Unis que c'est une démocratie qui se régénère en permanence avec son savoir-faire d'entertainment, de spectacle. Voilà. Obama, c'était le revival de la démocratie américaine. Et on a vu que c'était que du spectacle, dans le fond. Je me demande si pour le coup la démocratie française, hein, Marx disait que la France était une nation politique, et je me demande si la démocratie française n'est pas paradoxalement très vivante, parce que même le rejet de ses électeurs témoigne d'une vitalité démocratique très forte, et je ne sais pas s'il faut s'en réjouir. Voilà. Alors, sur la question selon laquelle est-ce que le peuple a raison ou est-ce qu'il a tort, j'ai envie de dire que ça rejoint la question que tu posais avant. C'est-à-dire que s'il y a une crise de l'offre, effectivement, le peuple a raison. Parce qu'il y a une crise de l'offre qui donne raison à l'abstention et à l'incertitude. Si en revanche on considère qu'il n'y a pas de crise de l'offre, ce qui est un autre point de vue qui peut se défendre, alors le peuple aurait tort. J'en viens d'abord à cette question de l'offre. L'offre, on dit souvent qu'il y a une crise de l'offre dans la mesure où les partis n'arrivent plus à donner des réponses et où beaucoup pensent pareil et beaucoup n'arrivent pas à donner des réponses claires aux grands enjeux que se posent à l'époque et au peuple d'un autre côté. C'est vrai, en même temps c'est faux. Les grands partis institutionnels que sont le PS, LR, d'un côté et de l'autre, ont explosé en 2017 sous le double effet du mandat Hollande et de l'affaire Fillon qui ont abouti à l'élection de Macron et donc à donner raison à ce que Jean-Pierre Chevènement appelait dans sa campagne de 2002 Chirospin, pour parler de Chirac et de Jospin qui avaient gouverné ensemble en cohabitation et qui, pour dire que finalement c'était la même chose, concept qui a été ensuite repris sous le nom de UMPS par le Front National qui disait de toute façon ce sera pareil, il n'y a que nous qui pouvons faire une alternative. Donc ces grands partis, oui effectivement, le côté factice de leur opposition a un peu volé, comment dire, est un peu apparu au grand jour à la faveur de l'élection de Macron et des ralliements venus des deux rives. Après, il y a d'autres partis et d'autres partis qui proposent des choses parfois très très différentes
sans pour autant réussir à percer. Je vais donner un exemple très clair. Selon toutes les enquêtes d'opinion, il y a environ un Français sur 4, voire un tout petit peu plus, qui est en faveur d'une sortie de l'Union européenne. Les candidats prônant une sortie de l'Union européenne, il y en a au moins 2 déclarés pour cette présidentielle, c'est François Asselineau et c'est Florian Philippot. À eux deux, ils font à peine 2% dans les enquêtes qui leur sont les plus favorables des intentions de vote, sachant qu'à côté de ça, on ne compte même pas les potentiels abstentionnistes. Donc, l'offre, elle existe pour ceux qui voudraient faire un Frexit. Elle ne se traduit absolument pas en potentiel électoral dans les enquêtes récentes. Je vais continuer. Par exemple, un programme radicalement anticapitaliste. Ce programme, il existe, c'est celui de lutte ouvrière, il est présent à toutes les élections. Bon, à part les percées d'Arlette Laguillet dans les élections de 95 et de 2002 où elle avait fait, je crois, 6%, ça ne se traduit plus du tout maintenant en pourcentage de vote. Cette radicalité, aujourd'hui, portée par Nathalie Arthaud depuis l'élection de 2012, elle fait à peine 1% dans les meilleures enquêtes. Donc pour moi, il y a peut-être un problème de visibilité aussi des offres un petit peu alternatives qui peut se poser. On peut aussi se dire que c'est un problème structurel et intense et comment dire institutionnel. C'est-à-dire que l'élection présidentielle, qui était théoriquement prévue pour être la rencontre entre un homme et un peuple, aujourd'hui, à la faveur du quinquennat et donc de cet effet d'entraînement qu'il y a, vu que le mandat du président fait la même durée que le mandat des députés, eh ben, on élit un tout Surtout en un. l'inversion des élections. Hein. Bah, cette Surtout élection, oui, alors on va pas passer très longtemps là-dessus, mais cette inversion, elle était absolument inévitable, vu qu'à partir du moment où le président disposait du droit de dissoudre, tôt ou tard, on se serait retrouvé avec un ajustement et un président qui vient d'entrer en fonction, qui dissout immédiatement, et à partir de là, tous les 5 ans, je veux dire, ça serait peut-être pas fait dès 2002, cette inversion, mais aujourd'hui, en 2022, on y serait déjà. Donc cette inversion, pour moi, c'est un peu un faux débat. À partir du moment où la durée du mandat du président, c'est la même que celle des députés, et que le président a le droit de dissoudre, tôt ou tard, on l'aurait eu, l'inversion. Mais donc, du coup, on se retrouve à confondre les deux élections et à élire finalement quelqu'un et un programme à la fois. D'où la place, on en parlait dans la dernière émission consacrée à la droite, d'où la place démesurée aujourd'hui accordée au programme présidentiel. Donc ça, on se retrouve à devoir élire un programme finalement, ou plutôt quelqu'un qui dit qu'il va appliquer un programme, plutôt que de grandes orientations générales. Ce qui fait qu'on se retrouve avec quelque chose d'assez paradoxal où je pense, tu l'as déjà éprouvé en regardant la liste des candidats et de leur programme dans les précédentes élections, et je l'ai éprouvé moi-même et je l'éprouve encore cette fois-ci, c'est-à-dire que quand je me plonge sur des points thématiques, ah bah sur tel sujet je suis plutôt d'accord avec un tel, sur tel autre sujet, ah bah non c'est machin qui a raison, etc. Et il faut faire un choix au milieu de tout ça. Et il y a des choses qui m'attirent chez beaucoup de candidats et des choses qui me repoussent chez tous ces mêmes candidats, ce qui rend les choses très difficiles et n'aide pas à se fixer, en fait. Il y a beaucoup de choses dans ce que tu as dit. Pour reprendre 2 points, là où je suis en désaccord avec toi, c'est que je pense que les institutions et la règle d'organisation de l'offre politique, puisque finalement c'est ça la Constitution, c'est ce qui organise en partie l'offre politique et son agencement, etc., ont moins d'importance que l'évolution de la société elle-même. C'est-à-dire que la crise de l'offre n'est pas liée au changement de pratique institutionnelle ou au changement d'institution, de constitution. La crise de l'offre est pour moi une crise des consciences, une crise spirituelle qu'on appelle la crise des idéologies. Sauf que Alors, moi, je vais, j'appelle je vais juste faire une toute petite incise. Je n'ai pas dit que c'était plus important. Je ne pense pas D'accord, que ce soit plus important. Je dis que ça y participe aussi et c'est la première chose dont d'accord. j'ai envie de parler. Bon, Mais évidemment qu'il y a d'autres choses qui sont aussi, sinon oui, davantage oui, non, importantes. mais moi, je pense qu'il n'est même pas nécessaire de le mentionner. Parce que je pense que la crise spirituelle ne veut pas dire religieux, hein, que tout le monde m'entende bien. Spirituel veut dire ce qui organise nos croyances, un système de croyances qui est une vision du monde, et donc ce qu'on a appelé depuis le 19e siècle les idéologies en fait. Depuis des études de Tracy, si ça intéresse certains, ils pourront regarder sur Internet. Depuis les années 1820-1830, c'est ce qu'on a appelé les idéologies. Et il y a une crise des idéologies qui est très claire dans ce que tu décrivais de toi-même.
Si tu picores à droite et à gauche et tu n'as pas de vision unifiée, etc., sous-entendu, tu n'as plus en toi d'idéologie, en tout cas en tant qu'électeur le jour du vote, d'idéologie qui te structure, qui fait que même si le parti correspondant à ton idéologie te déçoit, même si le candidat te déçoit, les communautés d'intuition et de croyances qui t'unissent à cette offre suffit pour que tu votes pour elle. Et pendant très longtemps, c'est ainsi qu'il y a pu avoir un vote communiste ou un vote catholique, par exemple, parce qu'il y avait des idéologies, des visions du monde. Alors qu'on peut très bien imaginer que le stalinisme du Parti communiste ne plaisait pas du tout ou pas grandement à beaucoup de ses électeurs les plus fidèles, même issus de la classe ouvrière, sans éducation, etc. etc. Bon, je ne suis pas du tout certain que l'ouvrier de chez Renault des années 70 était un fan absolu de la dictature du prolétariat et des interventions de l'armée rouge, tu vois. Ça, à mon avis, c'est poussé trop loin. Bon, mais et je pense qu'il y pensait, tu vois, je veux dire. Voilà. Je pense que le facteur principal par rapport à ce que tu disais, c'est que l'incertitude est le signe d'une crise des idéologies. Et je fais le lien avec ce que tu avais dit tout d'abord en réaction à ma première intervention. Tu avais dit mes deux questions se rejoignent, c'est-à-dire l'analyse, le fait qu'il y ait une incertitude électorale, et le fait est-ce que le peuple a raison. Et c'est là où je pense que ça complexifie. La crise des idéologies complexifie un peu ce que tu disais. Je m'explique en 2 points. Premier point, parce qu'il y a une crise des idéologies, il y a à la fois une dévitalisation des partis issus de ce moule-là, mais qui ne sont plus crédibles. Donc, le PS a renoncé depuis très longtemps à un discours de classe. La droite a renoncé depuis très longtemps à un discours d'inspiration catholique sur les mœurs, etc., par exemple. Donc, c'est sûr que l'offre s'est elle-même adaptée à l'évolution sociale comment dirais-je, en s'amollissant. Voilà, rose pâle, bleu pâle, gauche molle, droite molle, toutes ces expressions pour les partis de gouvernement. Et l'autre chose, c'est la population elle-même. La population elle-même n'est plus structurée par ces idéologies. En grande partie, elle ne les connaît plus, d'ailleurs. Ce qui m'amène à la jonction que tu disais entre l'incertitude et ce que j'avais posé comme le peuple a-t-il raison. Je rappelle que j'avais posé une ambivalence. Le peuple a-t-il raison ou est-ce que c'est l'expression d'une ignorance populaire? Et là, j'avoue que je suis face à un vrai point d'interrogation intérieur, un vrai débat intérieur. Est-ce que finalement le comportement populaire actuel n'est que l'expression d'une chute des idéologies à cause de la guerre froide, de l'évolution du capitalisme, vraiment d'explications macro-structurelles énormes, qui fait que bon, bah, on est des pantins dans l'histoire, tu vois ce que je veux dire, et donc on est déboussolé parce que la boussole a été cassée. Ou bien est-ce que les idéologies ont cessé d'être parce qu'elles n'étaient plus adéquates avec le réel, parce qu'elles n'étaient plus performantes, tout simplement, et ça devenait plus un discours magique, un discours d'incantation qu'une vraie description du monde. Il n'y avait plus de confirmation dans l'expérience, qui fait que c'est bien mignon moralement, mais voilà, c'est une monnaie de singe, hein, c'est de l'encre et du papier, c'est rien d'autre. Et que la crise des idéologies n'a pas été causée par une sorte de rejet populaire. Et l'incertitude serait, entre guillemets, le deuxième moment de cette affirmation d'indépendance populaire par rapport à tout discours, et là, sous un angle positif, c'est-à-dire témoignage d'une vitalité démocratique. Je donne juste une référence pour que les gens comprennent bien. Parmi les penseurs de la démocratie, Rousseau refusait toute idée de parti politique, d'idéologie. Pour lui, c'était véritablement une démocratie totalisante, mais où chacun votait en son âme et conscience, ce qui, dans sa déclinaison pratique, donnerait ton picorement des programmes. Tu vois ce que je veux dire? Et Rousseau était pour une sorte de démocratie directe. Si on suppose une démocratie directe et on vote sur chaque projet de loi, on verrait des mouvements, des transferts de vote d'un référendum à un autre, d'une consultation directe à une autre, qui nous semblerait tout à fait normal. Tu vois ce que je veux dire? On ne ferait même pas l'émission d'aujourd'hui si on était dans une démocratie directe. Je m'arrête là puisque j'ai dit beaucoup de choses, mais c'est juste, voilà. Bien sûr. C'est juste pour dire que y a-t-il, n'est-ce pas, l'expression d'une indépendance populaire et d'une montée d'ailleurs d'un désir de démocratie directe finalement?
Bah, disons que ça rejoint un petit peu ce que, et je serai très rapide sur ce point, ça revient aussi un petit peu de ce que je disais sur le modèle institutionnel. C'est-à-dire qu'on est un modèle institutionnel où théoriquement, le président a le pouvoir de convoquer des référendums et c'est un pouvoir dont il ne se sert plus du tout depuis maintenant 17 ans. Ce qui, évidemment, aboutit à cette relative désaffection de l'électorat pour les élections, avec une participation quand même qui est très en baisse sur les derniers scrutins. Je prendrai notamment l'exemple des législatives de 2017 qui ont quand même conduit une chambre à être élue avec une participation inférieure à 50%, ce qui est une première et qui paraît inconcevable quand on sait que normalement le Parlement détient le pouvoir législatif et donc un pouvoir colossal, et que le modèle jusqu'à présent dominant en Europe occidentale était celui de la démocratie parlementaire. Donc ça, c'est un réel problème qui est aussi institutionnel, Je à me mon permets une avis. incise. De facto, tu sais, les trois pouvoirs dont on nous parle en permanence, normalement, même en France, le législatif est le plus puissant, parce que c'est quand Oui, même celui qui a le pouvoir, hein. Voilà. D'où la crise. je, Ouais. je suis tout à fait d'accord. On reste théoriquement une démocratie parlementaire. Je suis tout à fait d'accord. Après, pour affiner un petit peu ce que tu disais sur la fin des idéologies, moi, ça m'a fait penser à deux choses. La première, tu ne l'as pas dit, mais je sais que c'était contenu dans ton discours, mais je vais l'énoncer directement. C'est une crise du militantisme également, c'est-à-dire que les grands partis, avec la discipline de parti, avec les permanences de parti, avec les réunions de sections, grosso modo, c'est mort. Ça n'existe quasiment plus. Le Parti communiste et ses centaines de milliers d'adhérents, tu l'as parlé à l'époque de Staline, mais même en France à l'époque de Staline, donc c'était Maurice Thorez, c'était d'autres, ou même à l'époque de Georges Marchais plus tard, tout ça c'est fini. Le PS aujourd'hui est de revendiquer, comment dire, selon le bon mot que j'aime beaucoup parce qu'il est très vrai, est bien plus un syndicat d'élus qu'un parti politique. Et c'est en train de devenir pareil pour les Républicains, qui ont une base, mais extrêmement faible. Ils ont eu une recrudescence d'adhésion au moment de leur primaire, à la fin de l'automne, mais c'est ridicule par rapport à ce qu'a pu avoir en termes d'adhérents l'UMP à l'époque de Sarkozy ou le RPR à l'époque de Chirac, qui sont les partis prédécesseurs dans ce qu'on appelle la droite républicaine là-dessus. Ceci étant, et ça va rejoindre, je pense, ce que tu disais au niveau des idéologies, je vois deux exceptions. Il y a actuellement deux partis. Alors, je ne sais pas si on peut parler de partis ou si c'est plus intéressant de parler de mouvements qui connaissent malgré tout un certain dynamisme avec une base très mobilisée, assez bruyante et un nombre malgré tout d'adhérents relativement important. Et ces deux partis, c'est la France insoumise de Mélenchon et c'est Reconquête de Zemmour. Comme par hasard, c'est aussi les deux candidats qui sont à des niveaux non pas similaires dans les intentions de vote, mais qui sont tous les deux donnés entre 10 et 15%, donc plus près des 15 pour Zemmour, qui je crois aujourd'hui d'ailleurs a été donné à 15,5 dans un sondage, et plus près des 10 pour Mélenchon, qui est, selon les enquêtes, je l'ai dit en ouverture d'émission, entre 9,5 et 11. Mais donc, c'est des deux candidats qui sont donnés plutôt forts, dans le quintet de tête, quoi qu'il arrive, et avec des électeurs qui sont sur d'eux. C'est pas parmi tout l'électorat, et si on accepte quelques tout petits candidats type lutte ouvrière qui est donné où les gens sont sûrs d'y aller, deux candidats dont l'électorat est à peu près sûr de se mobiliser pour eux à ce stade. Ce sont aussi deux candidats qui développent un discours finalement très cohérent et très construit idéologiquement. Alors, il y a des lacunes, on peut reprocher des choses, mais il y a deux discours qui sont très construits, et finalement, ce sont aussi deux candidats, et c'est peut-être un petit peu les seuls dans cette campagne pour l'instant, peut-être que d'autres viendront s'y ajouter, qui déroulent une vision du monde, une vision qui s'inscrit dans une histoire et une vision qui, s'oppose l'une à l'autre en tout point. D'ailleurs, on les place généralement l'un à l'extrême gauche du spectre politique, l'autre à l'extrême droite, mais qui se retrouvent à parler aussi au peuple, au peuple, à parler à des parts assez importantes de l'électorat malgré tout. À eux deux, ils mobilisent quasiment un quart de l'électorat, comme j'ai dit, et sans tenir un discours techno.
Et c'est là que se trouve aussi, on parlait de l'offre, mais la question de l'incarnation. C'est-à-dire que Mélenchon et Zemmour, par rapport à Pécresse, par rapport à Hidalgo, par rapport à Macron, ce sont des gens qui ont des parcours un petit peu différents, qui ont une façon de s'exprimer différente, qui convoquent des références littéraires, historiques, beaucoup plus que les autres, et qui en plus développent des discours idéologiques cohérents. Je pense que c'est quelque chose qui marche et qui rencontre un écho vis-à-vis de l'électorat, qui rencontre un écho vis-à-vis des gens qui s'intéressent à la politique, mais aussi de ce qui peut convaincre des abstentionnistes et des gens qui n'ont pas l'habitude de voter et qui vont être séduits par, bon, au-delà de leur qualité oratoire à l'un et à l'autre, qui sont aussi un petit peu au-dessus du reste de la concurrence pour l'instant, par la vision développée, par la cohérence de la vision. Donc là-dessus, c'est peut-être ce qui me ferait nuancer pas mal de choses sur la crise de l'offre et sur la fin des idéologies, voire même la fin du militantisme. Même si, bon, on peut partir aussi du constat que dans de larges parts de la population, cette fin du militantisme a aussi vu le déclin des syndicats. Et bon, on ne va pas parler des ouvrages de Fourquet qui décrivent une France un petit peu atomisée, un archipel, la fin des grands mouvements de sociabilisation également. Mais comme quoi, il y a des contrepoids et je ne pense pas que la balance soit à ce point irréversible. Écoute, c'est très intéressant parce que depuis le début de notre discussion, on est relativement d'accord. Et là, je suis vraiment intéressé parce que j'ai vraiment une divergence d'analyse avec toi. Je m'explique. Mélenchon, je prendrai Zemmour après, mais Mélenchon est historiquement le plus ancien. Mélenchon a quand même fait un parti qu'il a lui-même nommé gazeux. Et c'est pas qu'un bon mot, c'est inspiré très fortement de Zygmunt Bauman, sociologue allemand qui avait théorisé la société liquide, qui est d'ailleurs un concept une expression assez juste et en plein cœur de notre sujet. Versatilité, donc c'est-à-dire tu peux passer il y a des électeurs aujourd'hui qui peuvent voter écolo, Le Pen et Macron. Enfin, on est dans une société liquide, c'est-à-dire sans fixité. Et là où je ne serais pas du tout d'accord avec toi, c'est que je pense que Mélenchon et à sa manière Zemmour ont parfaitement intégré cette fin des idéologies. Et à proprement parler, je ne pense pas que Mélenchon et Zemmour proposent une idéologie et une vision du monde. Et tu sais quoi, dans le fond de mon analyse, je pense qu'il y a beaucoup d'électeurs et même de sympathisants, voire même de militants chez Mélenchon et chez Zemmour qui n'ont pas le même rapport à leur candidat et à leur parti qu'avaient les électeurs de l'époque où les idéologies étaient dominantes. Je m'explique. Chez Mélenchon, tu as une adhésion très forte à la figure du chef déjà, il faut quand même le dire. Chez Et Zemmour tu aussi. as. Oui, oui, non, mais je vais prendre les deux. Chez Mélenchon, tu as une adhésion très forte à la figure du chef et tu as une vague, très vague, parce qu'il faut quand même se rappeler que dans ce camp-là et dans ce discours-là, il y avait du Marx avant, par exemple. Une très vague conception de la rupture avec le système. D'ailleurs, le terme de système, Mélenchon l'a beaucoup utilisé. Le terme de système, il est à la fois très efficace électoralement, mais intellectuellement, on peut juger qu'il est attrape-tout. Ce qui prouve d'ailleurs pour le dire très simplement, il y a une énorme confusion idéologique dans le discours et dans le programme L'avenir en commun chez Mélenchon. Si tu veux, par rapport à une idéologie classique qui était logiquement structurée, c'était un système philosophique, une idéologie, il ne faut pas se mentir. C'était souvent des philosophes qui les pondaient. Chez Mélenchon, c'est quand même une copie brouillonne. Je veux dire, le système philosophique de Mélenchon est quand même extrêmement brouillon. On passe d'un éloge de l'artisanat quasi Troisième République, sauf qu'il dit ça en étant dans un TGV qui est nourri par des centrales nucléaires, à des discours sur Gaïa. On parle Mélenchon qui, lors de le discours pour Arnaud Beltrame à l'Assemblée, nous fait un discours magnifique de dignité républicaine, machin, et puis derrière, on a la manifestation avec le CCIF contre l'islamophobie. Bon, c'est pas que de l'opportunisme pour moi, tout ça, et c'est pas que des erreurs politiques tacticiennes, c'est l'expression directe d'une confusion idéologique. Sauf que Mélenchon, là où il est très fort, c'est qu'il fait de la confusion idéologique, pas à titre personnel, mais public, de son discours officiel, un formidable argument pour un parti gazeux et liquide. Zemmour, dans un autre registre, il y a beaucoup de gens, me semble-t-il, qui sont tout à fait d'accord chez Zemmour pour le monothématique, l'immigration, l'islam, la civilisation, etc. Je ne suis absolument pas certain que dans les 15,5% qui votent Zemmour aujourd'hui, il y ait un si grand consensus sur l'économie, sur l'écologie, sur la conception homme-femme de Zemmour. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a beaucoup de choses. Alors que du temps de l'idéologie dominante, il y avait une chose qui était révélatrice de l'idéologie, c'était la clarté et la cohérence du propos.
du propos, entends-moi bien. Et ça, c'était mon premier point. Donc, je pense que si tu veux, si j'espère avoir été clair, Mélenchon et Zemmour sont l'expression parfaite de la désidéologisation du débat par rapport au côté confus et de leur discours et par rapport au côté absolument inidentifiable des raisons profondes des électeurs ou des groupes d'électeurs, enfin inidentifiables, de l'absence d'adhésion cohérente et globale des électeurs pour le programme ou la vision du monde de leur leader. Je pense que c'est bordélique en haut et en bas. Deuxième point, tu as parlé de la pratique politique et de l'incarnation, thème qui t'est cher. Justement, je pense que le succès de Mélenchon et de Zemmour tient beaucoup plus à leur art politique, et notamment à leur rhétorique, qu'à la puissance philosophique de leurs propos. Ce qui ne veut pas dire que c'est des bonimenteurs. Ce n'est pas la forme et le fond que je pose. Mais, et je terminerai là-dessus, je pense que on est passé d'un, si je dois faire mon Auguste Comte, c'est raisonné par grand âge, je pense qu'on est passé d'un âge idéologique à un âge quasi esthétique, même si on peut trouver l'époque moche, hein, ça reste esthétique, un âge quasi esthétique ou rhétorique, où les rapports entre forme et fond sont complexes, on ne va pas rentrer là-dedans, mais je pense que c'est la qualité personnelle sublimée par le style qui fait l'adhésion chez Mélenchon et chez Zemmour, beaucoup, et certains points, mais tu vois, pas une vision d'ensemble qui fait une idéologie, et le fait que l'homme prime sur le discours, et l'antithèse même, l'homme par ses qualités par homme, j'entends les qualités réelles de l'homme et les qualités publiques de l'homme, sublimées, transfigurées par son arbre oratoire. C'est la preuve même qu'on est sorti des idéologies. Bon, mais je ne le déplore pas. Deuxièmement, je reviens juste parce que je voulais être très clair pour qu'on en rediscute après. Moi, je vois une alternative. Soit on y voit, du point de vue de la population, une crise de l'ignorance et quelque chose à regretter, d'une certaine manière. Soit on y voit le fait que les idéologies étaient à sec, que ça ne marchait plus empiriquement, etc. Et l'affirmation à travers le grand mouvement d'individualisme technologique, etc., on y voit l'affirmation d'une indépendance populaire, d'une reprise en main anarchique, mal faite, une sorte un comportement de démocratie directe sans la démocratie directe, si tu veux. Et c'est ça que je trouve passionnant. Et d'une certaine manière, j'ai l'impression que les Français sont en train de se rapprocher des Italiens au moment où il y a eu Beppe Grillo et le 5 étoiles. Je Alors, m'arrête. pour te répondre très rapidement sur, parce que ça va se mêler beaucoup de choses, sur la culture du chef chez Mélenchon, enfin à la France Insoumise, comme à Reconquête, et ça va rejoindre ce que tu disais après, c'est une culture du chef à condition que le chef soit Mélenchon. Et comme à Reconquête, c'est une culture du chef à condition que le chef soit Zemmour. Je pense que une fois que Mélenchon aura tourné la page, une fois que Zemmour aura tourné la page, la France Insoumise et Reconquête cesseront quasiment d'exister ou s'abîmeront dans des divisions terribles. Donc c'est une culture du chef assez circonstanciée. Après, sur les incohérences de Mélenchon, c'est plus des incohérences qui tiennent au côté louvoyant de Mélenchon et à une mue idéologique qu'il a eue. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup moins à la France Insoumise, où on va se retrouver beaucoup plus cohérent avec, pour reprendre les exemples que tu as cités, la marche contre l'islamophobie que dans le discours sur le gendarme Arnaud Beltrame. Mais ça reste contradictoire. Leur discours à ces gens-là est contradictoire. Enfin, je veux dire, même les militants de base, tu vois. Pardon. Les militants ne sont pas si contradictoires, ils sont beaucoup plus, comment dire, il y a une mue à la France Insoumise, et ceux qui auraient inspiré le discours sur le gendarme Beltrame ne sont aujourd'hui plus tellement à la France Insoumise. Et il reste ceux de la manifestation contre l'islamophobie. C'est en cela que, mais bon, on va passer très Je me très permets vite. juste une insiste, parce que là, il y a un point très important. Là, je suis vraiment en désaccord. La militante de la MU, là, donc la nouvelle gauche, ou je ne sais pas comment l'appeler, là, les pro-islamophobie, les pro-concept islamophobie, ils sont à la fois anticapitalistes et ils sont totalement hypercapitalistes. Ils sont très contradictoires, je maintiens. Oui, non, mais après, il y a une contradiction inhérente. Et quand je disais que les discours de Mélenchon et de Zemmour, et donc de la France Insoumise et de Reconquête, étaient les plus cohérents et les plus structurés, évidemment, j'étais dans quelque chose de relatif. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus cohérent et structuré que ce que vont proposer les Républicains, le PS ou la candidature de Christiane Taubira, par exemple, où on est vraiment dans quelque chose
pour le coup, de totalement construit. Voilà, on est vraiment dans, pour paraphraser, on est vraiment dans une sorte de néant, de magma. Là, on a deux offres qui, alors certes, quand je me regarde, je m'inquiète, quand je me compare, je me rassure, c'est peut-être par défaut, mais malgré tout, ça existe et j'y trouve plus de cohérence. Je n'ai pas parlé d'En Marche, qui est un cas très très particulier. Mais la deuxième partie de ton intervention, où tu terminais en disant qu'on se retrouvait dans un réflexe de démocratie directe sans la démocratie directe, était très très intéressante. Et pour moi, c'est aussi un problème lié, là encore, aux institutions et à l'abstention. C'est-à-dire qu'on est en France peut-être le seul système politique, le seul pays, ou plutôt la seule grande démocratie occidentale où on peut avoir obtenu 18% des voix, enfin 18% des inscrits au premier tour d'une élection présidentielle, si ce n'est encore moins, et gouverner malgré tout avec les quasi pleins pouvoirs pendant 5 ans. Ça pose un très très gros problème de représentativité. Emmanuel Macron, c'était 24% des suffrages exprimés en 2017, c'est-à-dire moins de 20%, 19 ou 20% des inscrits. Je ne parlerai même pas de Chirac en 2002, qui avait terminé à 19,5 au premier tour dans le cadre d'une participation très faible, je crois qu'il y avait 70% de participation, qui s'est retrouvé au second tour contre le repoussoir absolu Jean-Marie Le Pen, qui a évidemment fini par gagner cette élection en ayant mobilisé moins de 15% des inscrits sur son nom au premier tour. À la suite de cela, on se retrouve forcément dans une situation où il y a une désaffection des gens vis-à-vis de la démocratie, parce que comment peut-on être à la fois aussi minoritaire et ensuite obtenir autant de pouvoir concentré dans si peu de mains? Ça ne peut pas fonctionner longtemps comme ça. Un petit peu, oui, parce qu'au début, les gens ne se rendent pas forcément compte, et parce que la politique menée par Jacques Chirac, finalement, n'était pas si différente que celle qu'aurait menée Lionel Jospin s'il avait été élu en 2002. De la même façon que, bon, je pense qu'il faut être assez naïf pour imaginer qu'il y avait de si grandes différences entre Emmanuel Macron et ce qu'aurait proposé le candidat des Républicains ou le candidat du PS en 2017. Malgré cela, ça pose un vrai problème de représentativité. Et je prendrai juste une autre statistique qui était, à mon sens, assez éclairante. Aujourd'hui, Emmanuel Macron est donné gagnant de l'élection présidentielle dans toutes les configurations. Alors peut-être qu'il ne va pas gagner, je ne sais pas, mais a priori, il est donné gagnant dans toutes les enquêtes. Cependant, il y a en France une majorité de Français, et ça, enquête après enquête, c'est dit et répété, qui ne souhaitent même pas qu'il se représente. C'est quand même particulièrement éclairant. Il y a environ, je crois, aux dernières nouvelles, c'était 56% des Français qui ne souhaitaient pas qu'Emmanuel Macron se représente. Et pourtant, malgré ça, il va se représenter, c'est très vraisemblable, il ne l'a pas encore annoncé au moment où on enregistre cette vidéo, mais peut-être l'aura-t-il fait quand on la mettra en ligne. Et il y a de bonnes chances, malgré tout, qu'il soit réélu, parce qu'il est donné vainqueur au second tour contre Pécresse, contre Mélenchon, contre Zemmour et contre Le Pen. À partir de ce moment-là, comment le peuple peut-il y retrouver ses petits là-dedans? Comment peut-il encore cautionner, et quand je dis cautionner, c'est vraiment, je pèse mes mots, ce qui ressemble de plus en plus à un scrutin à sens unique. C'est-à-dire que c'est même plus une mascarade, c'est une blague, en fait. Et je ne conçois pas qu'on puisse encore appeler ça une démocratie. Très, très honnêtement, ça m'interpelle. Qu'il y ait un suffrage universel, oui, mais suffrage universel ne signifie pas démocratie, car encore faut-il savoir à quelle fin est convoqué ce suffrage universel. Alors là, je ne vais pas convoquer la figure que je sais controversée d'Étienne Chouard, qui dit que de toute façon, dans nos sociétés occidentales et en France particulièrement, on ne vote pas, on se contente d'élire ceux qui ensuite voteront. Mais ça pose, je pense, un certain problème et je relis ça comment dire, à la fin des idéologies, à l'effacement de la plupart des clivages, notamment dans le champ médiatique. Et je pense, là encore, à un certain recul de la chose politique du peuple. Alors, très intéressant. Sur Étienne Chouard, il y a des moments où il est intéressant, il y a des moments où il commence à caqueter.
comme dans les pièces d'Aristophane, hein, caquette, 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 parce que il oublie quand même que c'est par démocratie directe que les Français se sont mis d'accord sur la démocratie indirecte, par exemple, de la Constitution de 58. Donc, la répétition ad nauseam ils se contentent d'élire ceux qui ensuite vont vraiment voter. On peut être pour la démocratie directe, mais je trouve qu'il fait lui-même un travail d'enfumage, alors qu'il se met souvent dans la position du gentil professeur de collège qui va expliquer la chose aux enfants. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu Je suis tout agaçant à comme fait ça. d'accord. Après, on ne peut pas nier que que la Constitution a été modifiée depuis 58, premièrement, Non, mais et je dis pas le deuxièmement, que contraire. la pratique des institutions par les gouvernants a aussi été différente. Je veux dire, le général de Gaulle a Non, convoqué, non, je non, crois, 5 ou 6 référendums. mais je dis pas le contraire, mais tu vois très bien ce que je veux dire, parce Oui, que non, en mais fait, je à un suis moment d'accord que donné, la pensée de Chouard a ses limites. quand on vote pour une constitution, on vote pas pour l'avenir, parce que l'avenir n'existe pas. La constitution, elle est censée être sub specia aeternitatiste, c'est-à-dire les règles ne doivent pas changer, sinon ça devient illégal, inconstitutionnel, illégitime. Après, la pratique du pouvoir, tu peux pas la prédire par un vote. Tu vois ce que je Bien veux dire? Ça sûr. devient, on en arrive à l'absurdité, c'est où parfois j'ai vraiment l'impression que Étienne Chouard, il y a parfois un côté autiste, c'est-à-dire des choses justes, mais une incommunicabilité, une incapacité de dialectiser sa pensée avec le réel, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Parfois, tu as envie de lui dire, le futur ne peut pas être l'objet d'un vote. Voter pour le futur, c'est comme si je votais pour le vote qui n'a pas lieu. Enfin bref, tu vois ce que je veux dire? Ça devient post-situationniste, c'est très drôle à imaginer intellectuellement, mais politiquement, c'est pas sérieux. Restons sérieux, 30 secondes. Par rapport à ce que tu disais sur la crise finalement de la démocratie à travers, en rebondissant sur ce que je disais, la crise de légitimité finalement, empirique, pas institutionnelle, puisque bon, une assemblée élue à 30%, ça reste une assemblée constitutionnellement légitime. Bon. Mais tu fais la vieille distinction vraiment politique entre légal et légitime. Ce qui est légal est au départ légitime dans un référentiel donné, donc démocratique. Puis après, à l'usage qui devient usure, la vraie légitimité, celle de la légitimation, c'est le nombre de cœurs et de sueurs qui battent pour cette idée ou pas, pour dire les choses très clairement. Bon. Ce qui prouve qu'en fait, même une démocratie indirecte a toujours besoin d'une légitimité de démocratie directe implicite. Hein. Il faut bien que le club, le stade de foot l'acclame au bout d'un moment, sinon ça passe pas. Et sinon, ça se raidit et ça casse. C'est pour ça que j'aimerais insister un petit peu sur ce sur quoi j'avais fini. Pour moi, il y a aussi une vitalité et une indépendance populaire qui m'amène à penser deux choses. La crise, l'incertitude électorale, on appelle ça populisme, d'une certaine manière. Le populisme est le nom qui sert à désigner, pas forcément consciemment dans la bouche de ceux qui l'utilisent, mais en fait, ce qui désigne, au-delà de leur disqualification avec ce terme, c'est le fait que tu as des gens qui sont prêts à voter pour X ou Y, etc. Bref, populisme est le nom du désaccord avec eux. Il y a Autrement eu, dit, je fais une petite incise, il y a populisme, effectivement. Il y a eu, on en parle beaucoup moins cette fois-ci, il y a eu le moment dégagiste également, dégagiste. Bon. qui était un Mais moment populiste à sa manière. je garde populisme parce qu'il est Mm. transpartisan. Tout le monde se l'envoie à la gueule, donc au moins c'est quasiment un consensus sur le mot. C'est le nom du désaccord avec soi. Autrement dit, c'est comme si populisme voulait dire démocratie. Mais ce qui est génial, c'est que c'est les antipopulistes, par leur usage du mot populisme, qui ont fait du populisme une vertu démocratique. Ça, c'est quand même l'expression même de la démocratie à un instant T. Ce qui ne veut pas dire que les partis populistes sont des parangons de démocratie, hein, ils sont assez paradoxaux, culte du chef, etc. etc. Confusion idéologique, donc quand c'est confus idéologiquement, tu n'as plus comme choix que de tomber amoureux de Martin Heidegger. Hein. Voilà, tu ne comprends pas ce qu'il dit, donc tu l'aimes. C'est comme ça que ça marche généralement. Et ce qui, moi, me frappe de ce point de vue-là, et c'est pour ça que je parlais du mouvement 5 étoiles, c'est que il ne faut pas qu'on gâche le moment qu'on est en train de vivre. D'une certaine manière, et ça va faire un petit clin d'œil à l'émission sur Qu'est-ce que la droite, notre dernière émission, d'une certaine manière, je pense que Bourdieu a fini de tuer Marx par l'extinction, l'épuisement du logiciel ou du système marxiste. Le Bourdieu et tout ce qu'il a engendré a complètement accusé le désaccord entre la pensée et le réel, et bien c'est le réel qui l'emporte, y compris dans la réaction des gens. De la même manière, j'ai l'impression que Hayek et les néolibéraux ont ramené Platon au cœur de la cité.
Je m'explique à travers cette formule. On a la fin des idéologies, qui a aussi des pensées qui ont agi contre ces idéologies d'une certaine manière. Tout n'est pas idéologie, contrairement à ce qu'on dit. Tu vois ce que je veux dire? Ce n'est pas idéologie contre idéologie. Je pense que tout n'est pas idéologie et je pense que l'essence de la politique est revenue au devant de la scène. D'une manière cafouilleuse, je ne vais pas dire confuse, puisque cafouilleuse, d'une manière un peu sale, d'une manière un peu cassée. Mais l'essence de la politique est là. Elle est au cœur de la cité, d'où ce que j'appelle cette tentation démocratie directe, cette tentation populiste. Et pourquoi je disais qu'il ne faudrait pas qu'on gâche le moment? C'est que on pourrait peut-être juger la France avec l'exemple italien. Le mouvement 5 étoiles, qui est loin d'être idéal et parfait à mon goût, avait quand même une vertu, je trouve, par rapport au AUX populisme français, c'est qu'il avait certes critiqué le système, notion un peu floue, mais il avait quand même, dans sa pratique et en lui-même, proposé quelque chose concrètement, par le vote électronique, par une nouvelle philosophie, une référence absolument assumée à Rousseau, etc., etc., qui fait que je pense que c'est à la fois l'expression finalement d'un retour du politique dans son essence même, un signe de vitalité populaire, bien que pas très conscient de lui-même. Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'on ne serait pas, alors peut-être que la Ve République est une question de ce point de vue-là, est-ce qu'on ne serait pas en train de gâcher une très belle opportunité d'un vrai retour de la politique et de la démocratie? Alors, là-dessus, je suis d'accord qu'il y avait quelque chose d'extrêmement vivifiant dans l'apparition du mouvement 5 étoiles il y a de ça maintenant une dizaine d'années en Italie, parce que c'était surtout à l'époque de Beppe Grillo. Il y a quand même eu une normalisation maintenant du 5 étoiles depuis. Après, il y a aussi une spécificité italienne, et là j'en reviendrai à la question des institutions, c'est que chez eux, la Chambre est beaucoup plus et se fait à la proportionnelle, alors que nous, avec une élection des députés au suffrage uninominal à un tour, à deux tours, pardon, forcément, c'est beaucoup plus compliqué. On l'a vu à chaque élection, à chaque fois qu'il y a les législatives, on voit que par exemple, le Rassemblement national, qui pourtant comment dire, fait un gros score au présidentiel juste avant, ne récolte qu'une poignée de députés. Je ne suis pas sûr qu'ils aient jamais réussi, à part quand Mitterrand avait justement mis de la proportionnelle, à constituer ne serait-ce qu'un groupe parlementaire. Ils en avaient eu deux en 2012, c'était Collard et c'était Marion Maréchal, et ils en ont eu 7 ou 8 seulement en 2017, alors que Marine Le Pen avait rassemblé sur son nom seul près d'un tiers de l'électorat au second tour, ce qui était quand même pas rien. Donc là, je pense que le mouvement 5 étoiles français est, je pense, à peu près bloqué. Avec peut-être une réserve là-dessus, c'est-à-dire que on a quand même malgré tout une élection législative qui diffère de la présidentielle, en ce qu'il y a des possibilités de triangulaire, voire de quadrangulaire au second tour. Donc pour ceux qui connaissent le moins bien la politique, la triangulaire, c'est que il y a 3 candidats et non 2 au second tour, parce qu'en fait, on ne prend pas les 2 premiers comme à la présidentielle, mais il y a un seuil qui, je crois, est à 12,5% des inscrits, qui permet que tous ceux qui font plus se qualifient. Et là, forcément, on peut être élu député à la majorité relative et non à la majorité absolue. Si les triangulaires et quadrangulaires venaient à se multiplier, on se retrouverait peut-être avec davantage de députés de partis dits extrémistes, ou plutôt dits populistes. Et là, peut-être qu'un 5 étoiles pourrait avoir des chances d'advenir en France. Je pense malgré tout que les chances sont un petit peu minces à ce niveau-là. Je sais pas. Oui, non, non, mais je suis d'accord avec toi sur l'obstacle institutionnel et de facto, là, pour le coup, un conditionnement des institutions à un obstacle culturel. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de méfiance, même chez ceux qui auraient tout intérêt, enfin, donc tout appète chez eux, tout en eux appète le 5 étoiles, mais il y a une sorte de surmoi, 5e République, cours d'histoire géo et de MC. En gros, la France est le pays des révolutions, mais qui tient le discours le plus chiant et le plus appel à la modération mollassonne, sans véritablement justification. Et de temps en temps, ils sont contents de se rappeler du nom de Kant pour rappeler la fondation philosophique. Tu vois ce que je veux dire? Bon, en France, on a pris pour, mais ça rentre dans notre sujet, hein,
Je pense qu'une des choses qui provoque une exaspération démocratique, ce serait peut-être ça le concept, l'exaspération démocratique, c'est qu'il y a une contradiction permanente française entre la réalité politique violente, on a le capitalisme le plus violent, on a l'une des bourgeoisies mondialisées les moins patriotes, je veux dire même les bourgeois américains, allemands ou anglais sont plus patriotes dans leurs investissements. Faut quand même se rendre Largement, compte. largement. Euh, on est l'un des pays qui se réforme. Enfin, je veux dire, de Villepin, le Premier ministre du CPE, disait quand même que la France se prend par les reins. Enfin, voilà, on a une tradition à la hussarde, et si t'es pas content, c'est soit un coup de sabre, soit le sabre aplati sur la tête, mais dans les deux cas, ça fait mal. Et d'un autre côté, on a un discours de l'école, on a un discours de l'appareil idéologique d'État, pour reprendre la fameuse expression de Foucault, si je ne m'abuse, ou de Gramsci, je ne sais plus, ou d'Althusser. Althusser, appareil idéologique d'État. On a vraiment, là, pour le coup, un discours d'appareil idéologique d'État qui nous dit que c'est bien le débat, on est le pays de la philosophie en terminale, de la dissertation. Je rappelle que la philosophie, on l'enseigne historiquement dans la plupart des pays dans le monde. Nous, on est les seuls à l'enseigner thématiquement avec Platon en grand 3 s'il le faut, tu vois ce que je veux dire? Donc vraiment, on est dans le pays de l'idéal du débat serein, mais avec la pratique et la réalité politique, l'une des plus violentes des pays économiquement développés. Et je pense que ceci crée quand même une sorte de désamour et d'exaspération, enfin accroît le désamour et l'exaspération. Donc oui, le 5 étoiles français aura du mal à venir pour des raisons institutionnelles et aussi pour cette contradiction sociopolitique, culturelle très forte. J'ai pour exemple le fait que même aux États-Unis, qui est une société violente, jamais les Américains ne reprocheront à l'école, tu vois ce que je veux dire, de ne pas avoir tenu sa promesse, parce qu'en fait, il n'y a pas de promesse officielle de l'école aux États-Unis. Voilà. Pareil en Allemagne, pareil en Angleterre. Alors qu'en France, bah, il y a, voilà, il y a ce hiatus entre d'un côté le discours officiel, néo-kantien, sympathique, modéré, même plus tellement néo-kantien, hein, très mollasson, très centriste, et la réalité politique qui est d'une violence incroyable. Enfin, je veux dire, sur certains plans, la société française est plus violente que la société américaine. Hein. Bien Quand même se le sûr, dire. bien sûr. Mais je pense aussi que, alors là, pardon, ça va faire un petit peu inventaire à l'après-vert. Je pense également qu'il y a un certain nombre d'autres causes qui peuvent être balancées pêle-mêle pour parler de cette désaffection. Je pense qu'il y a et ça va reprendre un certain nombre de choses qu'on a déjà dit, donc ça, je pense que ça sera l'occasion de faire quelques rappels. Dans cette idée du dégagisme dont on a parlé tout à l'heure, il y a cette idée très très prégnante du tous pourri, qui accroît une défiance de la classe politique. Enfin, on a eu Emmanuel Macron qui a été élu en promettant de faire une loi sur la moralisation publique. Celui qui était chargé de faire la loi, c'était François Bayrou, qui avait pourtant une image de quelqu'un d'assez propre sur lui et intègre, qui s'est retrouvé pris dans une affaire d'assistant parlementaire du Parlement européen, qui en réalité étaient des salariés Modem et qui bossaient pour le Modem. Durant le quinquennat de Macron, plusieurs de ses plus proches se sont retrouvés, là encore, dans des affaires et sont malgré tout restés en poste. Je pense à Richard Ferrand, qui certes n'est plus au gouvernement, mais qui est resté président de l'Assemblée nationale en dépit de l'affaire des mutuelles de Bretagne qui lui colle littéralement au basque. Et comment dire, la liste serait très longue dans le mandat d'Hollande. L'affaire Cahuzac, alors que c'était le ministre du budget chargé de lutter contre l'affaire fiscale, avait fait très très mal. Ce qui fait que très régulièrement, il y a des nouvelles affaires qui éclatent et qui finalement ne scandalisent presque plus tellement parce que les Français sont habitués. Je vois très souvent des gens qui se scandalisent, qui s'émeuvent quand il y a les Panama Papers, les Pandora Papers et qui disent mais pourquoi est-ce que les journaux n'en parlent pas plus? Mais parce que ça n'intéresse personne, parce que tout le monde a déjà intégré que quoi qu'il arrive, il y avait une élite qui était corrompue et aujourd'hui il faudrait davantage convaincre les gens que les élites sont intègres, car il y en a des élites intègres, que le contraire. C'est-à-dire que c'est une donnée de base, les élites sont corrompus, les politiques sont corrompus. Les gens n'y croient plus, forcément. Donc ça crée forcément une certaine instabilité dans le pays et ingouvernabilité parce qu'il y a par principe une illégitimité qui est posée. De toute façon, ce sont des pourris. Alors, je ne dis pas que c'est vrai, je ne dis pas que c'est bien, mais c'est dans l'inconscient quelque chose de très, très fort. Donc ça, pour moi, c'est un facteur assez important.
Le deuxième facteur, et c'est un peu une sorte de corollaire, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure à propos des singularités de Mélenchon et de Zemmour, de leur qualité oratoire et de leur culture, certes relative, mais malgré tout réelle, ce sont des gens qui ont des références, c'est qu'il y a une médiocrité du personnel politique qui est, à mon sens, très importante. On a affaire à, alors je ne vais pas reprendre les grandes théories d'Emmanuel Todd sur la crétinisation des élites, mais je parlerai de Balladur, qui, pas plus tard qu'hier, a porté son soutien à Valérie Pécresse, et qui, quelques années plus tôt, disait qu'il la trouvait complètement stupide. Et lorsqu'on lui disait, pourtant, elle a fait HEC et l'ENA, il répondait, mais enfin, voyons, vous savez, dans chaque promotion, il y a environ 30% d'abrutis. Et on a, je pense, personnifié mieux que jamais par les godillots de la République en marche, qui sont des gens vraiment pas forcément tous stupides, mais pour la plupart d'entre eux totalement incultes et fiers de l'être, une sorte de classe politique d'une très très grande médiocrité. On a bien vu, Macron a agrégé autour de lui les troisièmes couteaux du PS, les troisièmes couteaux des Républicains. Donc vraiment, c'était des gens qui n'étaient absolument pas destinés à arriver à ce niveau-là. Et quand on sait à quel point le niveau a baissé au PS, par exemple, je pense, ne serait-ce qu'à l'époque de Mitterrand, quand autour de la table, il y avait Rocard, il y avait Mauroy, il y avait Chevènement, il y avait Jox, il y avait des gens comme ça, et qu'on s'est retrouvé pendant le quinquennat d'Hollande avec comment dire, des Benoît Hamon, des Jean-Marie Le Guen, des gens comme ça. Je ne parlerai même pas de Najat Vallaud-Belkacem. Bon, forcément, il y a une chute du niveau. Alors peut-être que ça vient du fait que les politiques sont formatés, qui font Sciences Po, qui font l'ENA, qu'il n'y a plus de grands littéraires, de grands lettrés qui font de la politique, des gens qui pensent l'histoire, qui ont des grandes notions philosophiques, qui ont fait des études plus littéraires. C'est peut-être possible. Et puis, il y a aussi une dernière chose qui, je pense, va rejoindre un petit peu tout ce qu'on Littéraire dit. ou scientifique d'ailleurs, hein. Pardon? Littéraire ou scientifique, hein, je veux dire. Oui, bien sûr, bien sûr. De manière générale, il y a eu une grande tradition en France, et il y a toujours d'ailleurs, d'avoir dans les études scientifiques une part importante accordée à ce qu'on appelle les humanités. Donc c'était des gens, bon, on n'était pas polytechnicien sans avoir lu Rousseau, par exemple. Alors que Rousseau, bon, c'est pas forcément à première vue ce à quoi on pense, mais il y avait cette grande qualité. De la même façon, pour préparer le concours des arts et métiers, il fallait avoir lu Stendhal. Il y avait des épreuves de culture générale. Bon, aujourd'hui, on parle de supprimer la culture générale à l'ENA. Bon, c'est autre chose. Et puis, la dernière chose à laquelle je voulais venir, c'est que, outre cette médiocrité des élites, il y a malgré tout également une sorte de formatage. C'est-à-dire, on parlait tout à l'heure du PS et des Républicains qui, grosso modo, s'étaient fondus en UMPS, donc en République en marche. Mais il faut voir comment dire, le fait que beaucoup de gens pensent pareil, on fait croire à une opposition factice pendant longtemps, qui aujourd'hui s'est résolue depuis l'élection de Macron, mais en plus, il y a un cadre de traités européens qui, malgré tout, dicte un certain nombre de choses dans la politique. C'est-à-dire qu'on a basculé dans le mot cher à Margaret Thatcher, le TINA, There is no alternative, et le cercle de la raison d'Alain Minc, c'est-à-dire de toute façon, il n'y a qu'une seule façon de gouverner, il n'y a qu'une seule chose à faire. Et à partir du moment où on ne va pas être d'accord avec ça, on n'aura pas voix au chapitre. Alors, je grossis le trait, évidemment, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps et que je suis obligé d'aller vite, mais malgré tout, il y a le sentiment que, quoi qu'il arrive, c'est tracé, que les élections ne serviront à rien. On l'a vu avec le référendum de 2005, sur lequel le Parlement convoqué par Sarkozy s'est ensuite assis. On l'a vu avec l'exemple grec, ensuite, de Tsipras, qui avait été élu avec un programme relativement radical et qui ensuite a essayé de faire valider par référendum, qui a ensuite été cassé par les instances européennes. C'est-à-dire que, grosso modo, comment croire encore dans la politique, comment avoir envie de voter quand, quoi qu'on fasse, on a le sentiment que ça ne changera rien. Et bien justement, tout ce que tu rappelais, ça date des années 30 d'ailleurs, je crois, c'est ce qu'on appelait la pensée unique, et que cet homme que tu détestes, Jean-Pierre Chevènement, dans un fameux essai de 1969, avait appelé l'énarchie, donc les cours d'économie à l'ENA, qui étaient tous, à partir même de la fin des années 70, New Public Management, en gros gérer l'État comme une entreprise, etc., etc., etc.
Et même l'État se gère moins bien qu'une entreprise ne se gère, d'ailleurs. C'est ça qui est assez marrant. Parfois, tu aimerais bien qu'il soit géré vraiment comme une entreprise, avec impératif de rentabilité, sinon tu te fais virer. On aurait peut-être eu des masques et des blouses, hein, s'il y avait eu un vrai conseil d'administration de l'État, soit dit en passant. Mais, ironiquement, je dis ça, mais finalement. Par rapport à tout ce que tu as dit, comment dire? Je te disais tout à l'heure, le populisme, c'est le nom que l'on donne au désaccord avec soi, au refus du désaccord avec soi. Et le paradoxe, c'est que je pense que tu as terminé en disant comment peut-on encore croire à la politique. J'ai dit tout à l'heure que Platon revenait au milieu de la cité, c'est-à-dire l'essence de la politique. Je pense que jamais le désir et d'une certaine manière la croyance dans la politique, avec un P majuscule, ou dans l'action politique, jamais il n'a été aussi fort. Et c'est très paradoxal, jamais l'individualisme n'a été aussi légitimé et promu, et en même temps, jamais le désir d'action politique, même individuelle, n'a été aussi fort. Et ça rejoint, ça me permet de boucler la boucle, ce sur quoi on avait commencé, la crise de l'offre, la crise des médiations. Je pense que le désaccord fondamental que l'on vit, quasi inconscient, est un désir de politique intense et une incapacité d'en faire, car l'offre ou la médiation ne le permet plus. Dès lors, je n'annonce pas une révolution, parce que ce que je décris, c'est souvent la situation pré-révolutionnaire. On pourrait presque avoir des sécessions démocratiques. C'est paradoxal. Après, ce qui me fait peur, en tant que vieil esprit inquiet, fatigué, c'est que ces sécessions démocratiques sur base d'intuitions très bonnes, risquent de se faire complètement voler à elles-mêmes par des facteurs régionalisto-religieux, tu vois ce que je veux dire, Oui, bien sûr. Alors ça, la théocratie va l'emporter, quoi. Je suis tout à fait d'accord. Et bon, on a quand même passé toute cette émission qui est sur le point de se terminer sans évoquer une seule fois les gilets jaunes, qui étaient pour moi l'un des plus évidents symptômes de ce peuple qui ne se reconnaît plus du tout dans l'offre politique Mais qui et qui, désire la politique. Pardon? Mais qui désire la politique comme Mais pas qui de... désire la politique, où il y a une soif de politique, et qui était à la fois un appel au dégagisme, mais aussi une demande d'aide. Beaucoup de gilets jaunes, on les a caricaturés énormément, mais beaucoup de gilets jaunes attendaient que Macron leur vienne avec des solutions pour les aider. C'était pas du tout. Bon, c'est devenu Oui, ensuite, il y a eu une radicalisation qui appelait au départ de Macron, mais au départ, c'était juste une volonté de où on existe, fait quelque chose pour nous aider. Il y avait une demande de corps du roi, oui. Voilà, Ça, c'est très clair. tout à fait. Tu sais, moi, il y a une chose qui me frappe dans tout ça, c'est que tout notre raisonnement ne vaut que si on s'installe, je l'avais dit en début d'émission, dans le référentiel de la démocratie. Il y a peut-être une demande, et je l'envisage à titre d'honnêteté intellectuelle, il y a peut-être une demande d'autre chose que la démocratie. Il y a peut-être une demande de dictature éclairée qui n'empêche pas la liberté d'expression, puisque ça, on y reviendra dessus. Tu Je disais juste parlais tout à l'heure des enquêtes du CEVIPOF. Tu parlais tout à l'heure des oui, enquêtes du une CEVIPOF. volonté Là-dessus, d'autorité, elles sont oui. assez éloquentes. Certains ne seraient absolument pas contre une part assez importante de la population, et c'est d'ailleurs toujours étonnant, ne serait absolument pas contre la prise de pouvoir de l'armée, par exemple. Bah, voilà, c'est juste ça. Je dis ça parce qu'il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que, bon, on s'inscrit tous dans le référentiel démocratique, mais déjà, il y a d'autres modèles possibles, il y a d'autres désirs possibles, et ce serait une discussion qu'on pourrait avoir, et on pourrait même faire une émission là-dessus. La démocratie est-elle vraiment le pire des régimes à l'exception des autres? Point d'interrogation. Ce serait une question à se poser d'ailleurs en année électorale, parce que tu sais, c'est beaucoup plus fin qu'on ne le croit. Je précise, des modèles dictatoriaux non totalitaires où la liberté d'expression est respectée. De toute façon, pragmatiquement, ce serait très dur de revenir dessus aujourd'hui avec tout ce qu'on a. Mais il y a plein de modèles qui incluent tout ça, qui existent dans l'histoire. Et dans Je suis l'histoire de tout la à fait pensée. d'accord. Et quand tu dis que la démocratie, quand tu demandes si, reprenant Churchill, si la démocratie est le pire des systèmes à l'exception de tous les autres, je serais tenté de te répondre, je ne sais pas, je n'ai jamais vécu en démocratie. Donc, et pourtant, je vis dans un état, comment dire, dans un régime où
grosso modo, énormément de libertés, notamment la liberté d'expression, sont à peu près garanties. Et pour Juridiquement? autant, voilà, et Ouais, pour autant, est-ce réellement une démocratie? Il me semble que ce soir, on a montré que pas vraiment. Alors, ce n'est pas une dictature pour autant, étant donné qu'il y a une élection et que si les élections ont lieu, en France en général, et à part dans quelques municipalités où on bourre encore les urnes, eh bien, bah, si on perd, le perdant s'en va. Et Macron, s'il ne gagne pas la présidentielle, il s'en ira. Et pourtant, malgré tout, le modèle démocratique me paraît très très loin de, alors on va pas parler de l'idéal athénien, mais même de ce qui avait mmh. été prévu par les rédacteurs de la Constitution de la Ve République. Bah, c'est marrant, il y a des démocraties libérales et il y a des libéralismes autoritaires. Ça Oui, existe, hein, c'est possible. Et puis, terminer sur une petite pique un peu polémique, en fonction des sujets, et ce n'est pas des thèmes particuliers, c'est des catégories de thèmes, c'est certain que la garantie juridique, liberté d'expression, c'est en Occident qu'elle est le plus assurée, etc. Ça, c'est certain. Factuellement, c'est certain. La garantie juridique, avec les contre-pouvoirs et tout. En revanche, dans la pratique, je me demande si sur certains sujets, il n'y a pas plus de liberté de ton sur l'Internet russe que sur l'Internet français ou américain. Je laisse ouvert le débat. la question mériterait d'être posée. Bon, je pense malgré tout que l'Internet russe fait l'objet quand même d'une... je le connais mal, cet Internet russe. Je Il ne est pense assez pas que la sauvage, liberté mais il n'est pas chinois. d'expression il soit absolument totale. Quant à l'Internet américain, bon, on parlera d'Internet occidental parce que même nous, nous sommes sur le web francophone, mais généralement de grands sites américains. Mm. Quand nous commentons sur Facebook, sur YouTube ou sur ce genre de médias, ça reste l'Internet américain. Bon, écoute, sur ces considérations, mais voilà un sujet d'émission potentiel. Quand on Oui, aura un succès phénoménal, on fera voter en démocratie directe notre fanbase parmi deux sujets. Peut-être qu'on pourra nous-mêmes devenir une organisation 5 étoiles de construction de l'émission. Qui sait? eh ben, nous y penserons et je tenais, avant de terminer cette émission, à rétablir une vérité. Non, je ne déteste absolument pas Jean-Pierre Chevènement. J'allais dire bien au contraire. Bon, j'espère qu'il se porte bien. J'ai vu des images de lui cette semaine à Belfort. C'est un vieux monsieur maintenant. Je lui souhaite une très longue vie. Sur ce, j'espère que cette émission vous a plu. Je vous invite à mettre un petit like si jamais c'est le cas, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, et nous vous donnons, Gabriel et moi, rendez-vous très bientôt. Allez, à bientôt. À bientôt et salut Gabriel. Salut Raphaël.